Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement, alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. À ce programme que vous aimez tant, merci, parce qu'aujourd'hui nous allons parler science, nous allons parler du rôle de l'intellectuel congolais dans ce développement qui traîne encore dans notre pays. En 1960, le Congo ne comptait que quelques universitaires, pour ne pas dire moins de 10 universitaires. Tout le monde a parlé de l'impréparation des cadres, du manque de cadres à cette époque-là, et on avait des excuses. Aujourd'hui, la RDC compte des milliers de professeurs d'université, des centaines de cadres formés à l'étranger et ici, mais au même moment, paradoxalement, le Congo a des problèmes en termes d'expertise. On a laissé la place à une certaine médiocrité. On ne sait plus qui peut corriger aujourd'hui les erreurs, qui peut conduire la pensée collective, qui peut orienter l'opinion. Les politiciens sont devenus des professeurs, les professeurs sont devenus des politiciens. Le Congo est en manque de l'éclairage, les témoins n'existent plus. Aujourd'hui, on va se poser cette question. Est-ce la démission de l'intelligence en RDC? Que faire pour relancer la machine à penser? C'est l'objet de cette émission. Bienvenue à tous. À chaque pays, son élite. La RDC est en panne d'élite. La RDC manque de personnes pouvant conduire cette nation à réfléchir avant d'agir. On agit, on tâtonne, on essaie de rattraper les erreurs, mais il n'y a pas de maître penseur. Il n'y a pas de ceux qui donnent le là ou qui corrigent lorsqu'il y a des fautes. Pourquoi ? Alors que ce pays compte beaucoup d'intellectuels, beaucoup sont formés à travers le monde. Il y a dans beaucoup d'universités à travers le monde des professeurs congolais, les Maloua Kalenga, les Elikambo Kolo et les autres ont fait la fierté de ce pays depuis des années. Alors aujourd'hui, on se pose cette question, où est l'intellectuel congolais? Pourquoi il collabore, parfois même avec la dictature et les antivaleurs? On les trouve tous dans les antichambres des politiques, on les trouve dans les partis politiques, chantant, dansant, oubliant même l'objectivité scientifique. Alors, j'ai invité quelques-uns, parce que j'ai causé avec beaucoup de professeurs d'université, de ceux qui sont devenus des politiciens, mais qui arborent toujours sur les cartes de visite des titres. Un petit récapitulatif technique parce que comme vous le savez, nous sommes en direct de Kinshasa. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde et c'est tant mieux d'ailleurs qu'il y ait ces genres de situations en direct. Ça permet de vous rappeler que les aléas du direct chez nous, ça ne manque jamais. J'ai invité quelques-uns des cadres aujourd'hui. Mabiala Umba, ancien directeur de l'éducation nationale, bienvenue. Nadège Ngombe qui est professeur à l'université de Kinshasa, alma mater plus convoité, envié. D'ailleurs, c'est de là d'où vient d'ailleurs la plupart des grands professeurs de ce pays. Stéphanie Mbombo, universitaire également. Elle est présidente d'un grand parti politique qui s'installe en RDC, internationaliste aussi. José Adolphe Voto, que tout le monde connaît, il est professeur à l'IFASIC et à l'université de Kisangani, stratège, également responsable d'un média ici à Kinshasa. Gaston Kimberza,
ingénieur en bâtiment et travaux publics, Bruno Caïmo, professeur à l'UNBTP et internationaliste, Toussaint Blabala, assistant à l'université de Kinshasa, Idimi Raoul, expert en développement local et chercheur en économie, Pongo Pongo, ingénieur de mine, André Mpanda, chef de travaux et médecin en Afrique du Sud, à Pretoria, Charles Manzinga, professeur à l'UNIKIN, Mara Mongali, professeur de l'Université catholique à l'Université catholique, M. Omba Pene, secrétaire général adjoint de SINAPA, c'est un syndicaliste à l'enseignement supérieur et universitaire. Voilà, un échantillon, mais je sais que chez vous, vous êtes tranquille, vous prenez note, vous allez intervenir tout à l'heure via le téléphone que vous déjà, d'ailleurs on va vous mettre le numéro tout à l'heure, pour poser des questions et contribuer, pourquoi pas, qu'on pourra même ouvrir le micro si vous le désirez. Alors, avant que je puisse donner la parole à notre assistance, j'aimerais qu'on puisse un tout petit peu faire l'état des lieux. Moi, j'ai dit quelques phrases tout à l'heure, je pense que ça vous a un tout petit peu secoué, mais c'est pas grave. Mais voici l'état des lieux de ce qui représente aujourd'hui l'intelligentsia congolaise, l'élite congolaise, où est-ce que nous en sommes, que font nos professeurs d'université après avoir obtenu leur doctorat. État de lieu en RDC, que voici. Alors que sous d'autres cieux, les intellectuels jouent un rôle critique pour apporter des solutions à des crises et à des problèmes précis que la société traverse, on assiste depuis des années au changement de rôle en République démocratique du Congo. Censé réfléchir pour comprendre et solutionner des innombrables défis auxquels la nation est confrontée, bon nombre d'intellectuels congolais sont devenus un véritable problème sociétal, au point que l'on se demande si la population peut encore espérer quelque chose de bon de leur part. Apparemment, c'est une véritable et douloureuse faillite des intellectuels congolais. Ils sont nombreux à avoir imprimé leur nom dans les plus grandes universités, forums et institutions internationales à travers le monde, mais malheureusement, leur apport dans la résolution des problèmes de leur pays est minime. Ou plutôt, il s'est fait toujours attendre. Au contraire, ils ont été à plusieurs reprises pointés du doigt, à tort ou à raison, d'être des cerveaux moteurs de certaines initiatives qui n'ont pas servi les intérêts de la population. L'intellectuel congolais a trouvé dans la politisation des universités un moyen facile de se faire remarquer par les décideurs politiques et de parachuter dans la politique en s'élançant dans des flatteries totalement gênantes, alors que les scientifiques, universitaires, intellectuels, élites devraient en principe être porteurs d'espoir en se battant pour que les universités puissent demeurer totalement dépolitisées au profit de la science. Quand bien même que l'intellectuel est libre, son engagement devrait renvoyer toujours à ce contrat moral, tacite vis-à-vis de la société dans laquelle il évolue. C'est ici qu'il faut se demander si les intellectuels congolais ont failli à leurs responsabilités. En effet, il y a des détails qui sautent malheureusement à la figure lorsque l'on compare l'enseignement universitaire congolais à celui d'autres pays. Le plus remarquable est qu'aucune université de la RDC ne figure dans les classements de 50, voire 100 meilleurs établissements universitaires d'Afrique, alors qu'il y a quelques années, les universités congolaises ont servi plusieurs autres pays voisins, comme la République du Congo, le Rwanda, l'Ouganda et même le Burundi. À ce jour, la situation est inquiétante car des milliers de nouveaux diplômés largués chaque année sont réduits à l'errance ou au plus précaire des métiers car n'ayant pas été suffisamment outillés pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Comme leurs mentors, on les retrouve massivement dans les partis politiques dont certains sont dirigés par des gens dont on ne connaît ni le parcours académique ni professionnel. La RDC compte des milliers d'intellectuels, plus de 3000 professeurs d'université, chefs des travaux assistants, on ne peut même pas en compter. Mais quel est en réalité leur rapport dans le processus de développement de notre pays? Faut-il réformer le système de la formation universitaire ou multiplier les centres de formation professionnelle? Comment un ingénieur agronome, un ingénieur en bâtiment peut-il s'élancer dans l'enseignement au niveau primaire ou rester en chômage? Il y a vraiment lieu de se poser la question sur le rôle véritable des intellectuels dans la construction de la nation congolaise et leur capacité d'assumer leur mission historique de manière responsable afin de répondre aux attentes du peuple et aux besoins de l'édification de la nation. Autrement dit, l'intellectuel congolais est-il passif ou complice à la destruction de la nation et à la paupérisation des populations, contrairement aux espoirs légitimes de ces dernières?
Tout compte fait, il est plus que temps pour les intellectuels congolais de rompre immédiatement avec la vanité et les petites ruses pour devenir des combattants de la justice, de l'égalité et de la paix, qui sont des valeurs universitaires, et aider le gouvernement à la mise en place d'un véritable système qui permettra de booster l'émergence du pays. Très belle analyse de notre rédaction, rendue ici par Ochokoum. J'aimerais rappeler que pour préparer cette émission, nous avons également reçu deux publications du professeur Émile Bongeli, Université contre le développement au Congo-Kinshasa. Très bel ouvrage qu'il faut absolument avoir. Émile Bongeli toujours, Éducation en RDC, fabrique de cerveaux inutiles. Alors ça me pousse à poser cette question beaucoup plus directement à quelqu'un qui a seul aussi à l'étranger et qui a une connaissance un peu de la sous-région. Bruno Caïmois, professeur à l'INBTP et surtout internationaliste, pour se poser cette question directement, professeur. Est-ce que vous, les universitaires congolais, les intellectuels congolais, vous avez démissionné de votre rôle d'éclaireur d'une nation? Oui, merci Monsieur Jean-Marie pour cette opportunité que vous donnez aux intellectuels de pouvoir donner leur point de vue par rapport à un sujet aussi important que celui-là. Sincèrement, je ne crois pas que les intellectuels ils ont démissionné, mais on est devant une réalité aussi compliquée que ça, une réalité qui traverse notre société. Je veux dire que la société connaît une crise et la crise, comme elle est multidimensionnelle, l'université ne peut qu'être affectée. Mais à côté de ça, j'ai un constat personnel qui s'inscrit dans une logique telle que nous vivons dans une société où il y a des universités qui sont statiques, à mon avis, et la science et la vie en société, elle est dynamique. Je crois qu'il faut que l'on donne un peu de dynamisme à nos universités. Pourquoi je le dis? Simplement parce que quand j'observe ce qui se passe dans nos universités, il y a des théories scientifiques qui ne sont plus enseignées dans d'autres universités, mais qui continuent à avoir place liée dans nos universités. À un certain moment, quand on comprend bien les niveaux où se trouve la science, on a de la peine à introduire ces théories parce que l'entourage peut poser problème. Moi-même, je connais parfois ces difficultés-là. Il faut réformer les systèmes éducatifs, mais aussi il faut donner des moyens conséquents pour permettre à ce que les choses fonctionnent normalement. Donc, il y a, à mon avis, une dimension de l'autocritique pour le professeur. Nous devons procéder par l'autocritique. La réalité est compliquée de nous-mêmes, mais aussi l'administration universitaire. On va y arriver, mais j'aimerais poser cette question à quelqu'un qui a une perspective, on va dire, sur l'avenir, mais qui a quand même un peu de recul, professeur Voto. Dites-moi, en 1960, je l'ai dit tout à l'heure, il manquait d'universitaires dans ce pays. Il y avait l'excuse que non, il n'y a pas d'éclaireurs, les Belges sont partis, ils ne nous ont pas formés, il n'y avait même pas la culture d'assimilation comme dans la zone francophone. Ici, c'est peu d'universitaires pour moins de revendications. Comment expliquer 50 ans plus tard, on a l'impression que ce que dit Émile Bongeli dans son livre « Éducation en République démocratique du Congo fabrique des cerveaux inutiles ». Autrement dit, à quoi ça sert ces doctorats que vous recevez ici, ces diplômes universitaires ici? Parce que le deuxième livre de Bongeli, il dit encore « L'université congolaise est contre le développement ». Professeur Voto. Merci beaucoup. Vous l'avez rappelé dans le petit résumé, l'historique de l'université congolaise. Il faut rappeler que lorsque nous accédons à l'indépendance, on les compte sur le bout de doigts. Et c'est vrai que le pays a été mal préparé par rapport aux intellectuels. Et ça nous rattrape jusqu'aujourd'hui. Le premier problème, c'est la conception même de l'université. Conception. Oui, la conception. Comment l'université est perçue par l'État
qui initie l'université et par notre population. Nous sommes dans un contexte de colonisation où les Congolais ont vu de blancs occuper de postes. Je vous rappelle, par exemple, notre système universitaire avant l'indépendance, c'était que le plus brillant était orienté pour devenir prêtre. Le plus brillant. C'est ainsi qu'on n'a pas eu d'universitaire. Ceux qui distinguaient, ceux qui avaient 70% étaient appelés à devenir prêtres. Ceux qui avaient 60% devaient devenir des infirmiers, des enseignants. Ceux qui avaient 50% devaient devenir des maçons, ainsi de suite. Les autres, on les ramenait. Alors, cette conception-là s'est poursuivie après l'indépendance. Au point que pour les Congolais, aller à l'université, c'est un couloir pour réussir sa vie, pour travailler dans un bureau, pour remplacer les Blancs. Et ça, malheureusement, jusqu'aujourd'hui. Alors que l'État lui-même, qui doit concevoir l'université comme une structure pour produire des cadres qui doivent permettre à l'État de fonctionner, à laisser faire des choses que les gens vont à l'université pour avoir des diplômes. Et nous sommes tombés dans ces pièges qu'on confond le diplôme et l'intelligence. Nous avons beaucoup de diplômes dans ce pays. Mais le diplôme, ce n'est pas l'intelligence. C'est une présomption. C'est une présomption d'intelligence. Une autre chose, c'est de croire que le fait qu'on soit vous donne des capacités pour organiser la société. Ce n'est pas évident. Autrement dit, être docteur est synonyme d'être ministre. Malheureusement. Député. Malheureusement. Être PDG. Alors que ce n'est pas vrai. Je donne un exemple. Vous avez cité tout à l'heure notre aîné, le savant Malou. Oui. C'est un mathématicien, c'est un ingénieur. Mais est-ce que le fait qu'il soit ingénieur, mathématicien, lui donne des capacités pour organiser une société? Nous avons des recteurs dans nos universités. Ce ne sont pas le professeur le plus brillant. Ce n'est pas évident. Vous pouvez prendre un professeur le plus brillant, vous en faites un recteur, il ne saura pas diriger l'université. Parce que nous confondons des intelligences. L'intelligence, le QI dont on parle, le quotient intellectuel. Mais comment nous les évaluons? Par la capacité à calculer, par la capacité à maîtriser une langue, par la mémoire. Mais ce n'est pas ça, organiser la société. Ça, c'est une autre intelligence. Les prémices ont été mal posées. Très mal posées. Dès le début. Dans les années 60, on a pensé que l'Ovanium devait fabriquer des futurs dirigeants. Malheureusement. Et c'est ça, ce qui fait que lorsqu'on est allé chercher le Tshisekedi, oui, et les autres... Oui, les commissaires... évidemment, à l'époque de 1960. On devait faire qu'avec ça. Mais je crois que... Les Tshisekedi, les Bomboko... Voilà. On devait faire qu'avec ça, parce qu'il y avait déficience d'intellectuels. Mais je crois que nous devions repenser notre système éducatif. Pas seulement l'université, mais tout notre système éducatif. C'est que... Vous l'avez dit, si Bongeli l'a dit, tous ces œuvres que nous fabriquons, c'est pour quoi faire? Pour qu'ils deviennent quoi? On s'étonne, là, le professeur Bongeli met la charrue de bœuf, on dit qu'on produit les cerveaux inutiles. Les cerveaux inutiles. Mais il ne peut qu'être inutile. Est-ce qu'on s'est posé la question, le produit, pourquoi? Regardez, quand nous montons à l'UNIKIN, la grande faculté, c'est quoi? C'est le droit. Oui. Mais nous produisons ces justes pour en faire quoi? Et on en produit chaque année. Et chaque année, c'est là où nous investissons le plus de nos enfants. Encore que les parents pensent que tous leurs enfants doivent aller à l'université. Pourquoi faire? Alors que, je vous donne un exemple. Ce pays doit être construit. Ceux qui construisent les routes, ceux qui ont le bâtiment, ce sont les maçons. Oui? Dans ce pays, il y a plus d'ingénieurs que de maçons. Vous connaissez une école sérieuse pour les maçons? Non. Il y a une formation à l'université. Oui, madame. Madame Bombo, Stéphanie, oui. Le professeur est en train de démissionner un peu dans son rôle de professeur. Il démissionne? Il démissionne un peu parce qu'il n'a pas réussi à atteindre l'objectif, alors il estime qu'on doit passer chez les maçons. Le problème qu'il y a là, c'est vrai qu'on a besoin aussi des maçons, mais on a besoin de nos intellectuels parce qu'ils peuvent construire ces pays, ils peuvent structurer le pays. Ils ont cette capacité-là. Quand on fait des études jusqu'à ce niveau-là, parce qu'on a une capacité de structure, c'est parce qu'on est plus intelligent, on peut structurer, développer, analyser et évaluer, faire le suivi et l'évaluation de chaque projet. Notre problème, c'est quoi? C'est qu'on est passé, on dit souvent qu'une science sans conscience n'est que ruine l'âme. Nous avons quitté, en fait, la conscience de l'intellectuel n'est plus.
Et c'est là qu'il y a la question, moi, je crois. Mais le problème est au niveau de la conscience, au niveau des prémices, parce que quand vous dit, on a mal commencé. Il pouvait être, moi, je trouve que quand on parle de 1960, nous avons des intellectuels qui ont été des héros nationaux pour notre pays ici. Mais maintenant, là, à nos jours, quels sont les professeurs qui sont des héros nationaux, comme le Lumumba l'ont fait, les Tshisekedi l'ont fait, les Kasavubu l'ont fait? On les a plus. Pourquoi? Parce que nous avons perdu la conscience. L'intellectuel congolais ne sait plus où il doit aller, pourquoi il est intellectuel et à quoi ça doit servir. Nous sommes passés de là à la politique de vente et de marketing. On se vend pour se positionner. Ça, c'est un problème. Et aussi, on doit encore revenir, même la façon dont ces professeurs enseignent à l'université. Nous étions étonnés quand j'étais à l'université de voir certains syllabus que nous avions, qui datent de 10 ans, mutandis, comme on dit en droit. Là où il y avait la faute, il y avait la virgule et la virgule. Les professeurs ne font plus de recherche. Les professeurs n'innovent plus. Ils nous balancent des syllabus déjà morts que les étudiants doivent lire et accepter. Et c'est là où nous commençons à échouer. Voilà, c'est là où nous commençons à échouer. Et quand il parle du système éducatif, je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que nous formons le thèse de doctorat et placard. Nous ne formons pas un thèse de doctorat qui transforme la communauté, qui transforme la société, qui ne répond pas aux besoins de la société. Donc, il faut que le professeur pousse les étudiants dans une réforme d'études universitaires pour que nos recherches soient plutôt de réponses à des problématiques concrètes de la société. Oui, il y a une réaction ici. Présentez-vous d'abord, comme ça on avance. Oui, c'est monsieur Raoul Edili, je suis expert en développement local. Je tiens à remercier monsieur Jean-Marie. Si j'ai répondu, c'est parce que il y a toujours un vide au niveau d'un ministère opérationnel du développement. Parce que j'ai failli même vous poser la question, de quel développement s'agit-il? Parce qu'en réalité, nous sommes un pays globalement rural. Lorsqu'on parle des enjeux du développement en RDC, il s'agit des enjeux du développement rural. J'ai essayé un peu de parcourir des documents. J'ai senti effectivement qu'il y a un désintéressement quelque part là. Mais est-ce que ce n'est pas un problème de ceux qui pensent? Alors, les professeurs en développement. Oui, est-ce qu'on ne peut pas me laisser un peu parler? Je vous en prie. Alors, il y a le diagnostic qui est posé par un ingénieur agronome français de pièces mémoire, René Dumont, sur les faillibilités de l'éducation en Afrique. Il avait dit d'ailleurs que l'Afrique était mal partout. Oui, en 60 déjà. Il a tout à fait épinglé tout ce que notre ami, en fait le professeur Émile, est en train de dire. J'allais dire ceci, que faites-moi une gouvernance pour que je vous fasse aussi une bonne université. Par exemple, en matière budgétaire, je peux citer, évidemment, on peut dire qu'on ne peut pas comparer. Quand vous voyez le budget de l'université d'Harvard, mais c'est plus de 30 milliards de dollars là, donc 39 milliards. Mais est-ce qu'il y a une université ici en RDC qui attend ne serait-ce que 2 milliards? Je me permets de douter. Vous voyez. Même pas 1 milliard. Quand on voit même le salaire qui est réservé à un professeur d'université qui est appelé à faire de recherche, la mobilité et consorts, mais ça c'est trop lui demander. Mais à qui la faute? Parce que là on n'est pas au niveau de lamentation, on est d'abord au niveau de constat. Oui, mais c'est depuis 1960, il a été dit tout à l'heure, l'impréparation des Belges, oui, c'était volontaire. Oui. Mais comment expliquer que les Congolais eux-mêmes, qui prennent le contrôle de leur pays, qui n'investissent pas dans l'université, et l'universitaire lui-même, même formé à l'étranger, il vient ici, on lui donne des responsabilités, il ne prend pas conscience de ce que vous venez de dire. Bon, mais j'ai parlé de la gouvernance. Qui dit gouvernance, c'est aussi la vision stratégique. Des universitaires. Absolument. Non, mais il y a même les dirigeants, parce que l'universitaire peut soumettre ses réflexions, mais si ce n'est pas exploité comme l'université l'entend. Monsieur Jean-Marie, allons dans nos ministères, par exemple. Vous avez un cabinet de ministres. Est-ce que ce sont des professeurs dedans? Pas forcément, hein, parce que c'est pas parce que les cabinets sont des professeurs du non, il y a un problème du militantisme. Ce sont les militants. Oui, mais un professeur, il vient d'abord pour avoir d'être militant. Alors, lorsque vous êtes au secrétariat général, ce n'est pas du tout aussi des professeurs. Là, on va vous dire qu'il y a un problème d'ancienneté et consort. Alors que la politique est dynamique ou la gouvernance est dynamique, on aurait pu associer des professeurs à la gestion au quotidien. Mais alors que les professeurs puissent influencer ce positif. Ailleurs, il y a des cabinets de réflexion. Oui, bienvenue. Bonjour. Merci, bonjour, M. Jean-Marie. Oui.
c'est une émission qui doit être encouragée parce que c'est des émissions comme ça qui manquent dans les pays. Tout le monde décrit ce qui se passe dans les pays. Ça ne marche pas. Dans tous les secteurs presque. La faute aux universitaires, aux penseurs, à ceux qui doivent concevoir. On ne peut pas vite conclure comme ça. Mais moi, je pense que tout ce qu'ils sont en train de relever là-bas, ce sont des conséquences pour moi. Depuis que les Belges ont abandonné ces pays, ils ont abandonné ces pays. Non, ils ont donné les pays aux Congolais. Aux Congolais. Quand je dis abandonné, ça veut dire qu'ils nous ont laissé. Nous n'étions pas prêts. On n'était pas prêts. Nous n'étions pas prêts. Donc Van Bilsen avait raison. Nous avons eu tout le temps pour organiser les pays. Je prends par exemple le domaine qui me concerne, les génies civils. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'ingénieurs dans ces pays. Il y a plein d'ingénieurs bien formés à l'INBTP, mais il n'y a pas une politique pour canaliser ces ingénieurs-là. Et qui dit politique, dit universitaire. Monsieur Jean-Marie, dans l'introduction, vous avez parlé des ministres et des députés. Mais autour d'eux, qui sont autour d'eux? Ce sont des professeurs d'université. Oui. Vous voulez vous dédouaner? Ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais depuis Maganda Kabobi, il n'y a que des universitaires des professeurs autour des dirigeants. Il n'y a pas une bonne politique. Aujourd'hui, c'est une occasion pour moi de m'adresser aux professeurs et à l'élite congolaise pour dire ceci. Autour d'un chef, autour d'un décideur, vous êtes là pour lui prodiguer des conseils. Et quand ces derniers ne suivent pas vos conseils, mais écoutez, vous n'avez qu'à démissionner, par exemple. Est-ce qu'on a la culture de la démission au Congo? Nous avons des exemples de gens qui ont démissionné. Et un deuxième point que je voulais soulever, il y a M. Lundaboulou, il a démissionné, aujourd'hui il est célèbre. C'est le seul, l'un des rares d'ailleurs. C'est pourquoi je l'ai cité. Et il y a un autre problème, M. Jean-Marie, que les professeurs, après un moment donné, ils ont voulu mettre ensemble la politique et la science. Or, moi, la science au profit de la politique. Voilà, je relève beaucoup de points qui sont en contradiction, qui sont, je peux dire, diamétralement opposés entre la politique et la science. En politique, Machiavel l'a dit, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éthique. En politique, c'est l'intérêt. Alors que quand nous sommes au banc de l'école, à l'université, les professeurs nous enseignent tout ça. En science, il y a des principes. L'éthique, la déontologie. L'éthique, il y a la déontologie. En politique, il n'y a pas tout ça. Mais quand un professeur est à côté d'un politicien, j'ai l'impression qu'ils oublient la science. Et ils sont au service des politiciens. Laissez-moi poser la question, vous allez continuer tout à l'heure. À une femme, professeure d'université, vous êtes produit de l'UNIKIN ou vous enseignez jusqu'à l'UNIKIN? Présentez-vous, madame. Je suis Nadège Ngombe Kabamba. Oui. Je suis docteur en sciences pharmaceutiques, Université catholique de Louvain, Université de Kinshasa. Oui. Et pour le moment, je suis vice-doyen chargé de l'enseignement. Alors, ça tombe à pic parce que vous êtes les plus épinglés maintenant. Non seulement vous fabriquez des cerveaux inutiles, mais vous avez démissionné de votre rôle d'encadreur des esprits. Il a été dit tout à l'heure, dès que vous êtes en contact avec les politiques, eh bien, vous oubliez tous les préceptes, toutes les valeurs, tout ce qui peut constituer les valeurs, les sous-bassements d'une nation responsable. Oui, merci d'abord de m'avoir invité. Moi, je dirais ceci. Donc, je vais rappeler d'abord que toutes les nations du monde se sont développées parce qu'ils ont investi dans les cerveaux pour avoir un capital humain de qualité. La grande question que nous devons nous poser ici, est-ce que la RDC, depuis qu'elle est indépendante, est-ce qu'elle a investi suffisamment dans les cerveaux pour avoir un capital humain de qualité? Moi, je vais vous déjà donner la réponse oui. Le maréchal Mobutu a envoyé énormément de boursiers. Oui, je peux continuer. Le campus de Kinshasa, le campus de Lubumbashi, Kisangani, il y a eu des instituts supérieurs privés dans ce pays. Donc, on a plus d'universitaires que dans beaucoup de pays. Oui, je vais continuer en disant oui, mais je dirais mais. Si nous avons un capital humain de qualité, dans quelles conditions on l'a placé pour qu'il puisse aider à l'émergence de la RDC? Les professeurs, c'est vrai qu'on les accuse, on jette des cailloux, mais les professeurs ont été clochardisés. Clochardisés, vous dites? Oui. Je veux partir de Mabimulumba, Pingakasenda, Sambabida. Je vais citer plein de professeurs. C'est vrai, ils ont gardé cette qualité, mais quelle est la condition? On les place dans quelles conditions? Quelle est la condition sociale du professeur? Il faudra qu'on se pose cette question. Bon, les professeurs qui sont restés au campus ou ceux qui se sont rapprochés des politiques? Non, mais justement, posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'ils ont tous tendance à se rapprocher des politiques? C'est parce que quelque part là, il y a une crise sociétale.
Si le professeur était mis dans des bonnes conditions, il va d'abord remplir sa première mission. Je pense que sa première mission, après avoir enseigné, il fait de la recherche, mais les deux doivent rendre service à la communauté. Et si ce n'est pas fait, il faut que l'on se pose des questions dans cette crise sociétale qui est, je pense, principalement, on peut dire, à 50%, une crise de gouvernance, comme l'a dit mon co-débatteur qui est en face. Donc, non, c'est la gouvernance au niveau du pays. C'est la gouvernance globale. Pas seulement la gouvernance au niveau de l'enseignement supérieur, comme on l'a dit. C'est la gouvernance globale qui est en crise. Il faudra que l'on puisse réformer toute la gouvernance au niveau du pays. Essayez de nous orienter un tout petit peu, parce que moi je suis un peu perdu là. Oui. Lorsque vous dites une nation, ça se conduit par des esprits éclairés. Voilà. D'ailleurs, vous dites votre colline qu'elle est inspirée. On ne sait pas à partir de quand, comment ça marche, mais oui. L'inspiration que vous avez à la colline là-bas produit quoi en réalité? Est-ce que ça ne produit ce qui est, Bongeli dit tout à l'heure, des esprits inutiles? Les diplômes, ça ne sert à rien. En même temps, ceux qui sondent, qui se rapprochent des politiques, ils deviennent eux aussi inutiles. Non, je veux dire ceci. La science doit avancer, doit être au service de la société, et la société qui est dynamique. Dans les temps passés, nous avons formé effectivement beaucoup de cerveaux, mais nous avions suivi une approche. C'était l'approche par objectif. Mais maintenant, le monde avance avec l'approche par compétence. Produire des cerveaux qui doivent être au service de la société. Donc, il faut qu'il y ait nécessairement une adéquation entre la formation et l'emploi. Ce n'est pas une faute. Toutes les sociétés sont passées par là. Les cerveaux qui sont produits ne sont pas adaptés. C'est à partir de quand? Je veux savoir. Hein. Moi, j'aimerais qu'on me l'explique pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ça n'a pas marché dans les années 60, 70, 80. Et plus on évolue, plus on recule. Oui. Ça va bien chez vous. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marie Kassama. Oui. Je suis Mara Mongbali Bobola. Je suis professeur assistant à l'université catholique. Je pense que l'émission s'est passée tout autour de la leadership de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, en ce qui concerne même le développement. Bon, en cela, il faut d'abord savoir ce que c'est le développement. Est-ce que nous travaillons pour pouvoir avancer le pays, ou nous travaillons pour pouvoir faire des plaisirs aux yeux de tout le monde? En cela, je voulais dire ceci. Quand on retourne un peu sur ce qui concerne l'histoire de notre pays, en 1948, n'est-ce pas? 48 déjà. 48. Avant l'indépendance. Avant l'indépendance. Oui. On a créé la toute première université dans ce pays pour former l'élite congolaise. On ne formait pas les universités. Alors, lorsqu'on a un peu évolué, Mobutu est arrivé au pouvoir. Il a travaillé avec ce dont vous avez parlé, qui était parti au niveau de l'Europe. Ils ont bénéficié d'une bourse de l'État et tout et tout. Mais quelle a été la vision, n'est-ce pas, au niveau de la gouvernance? Ceux qui viennent au pouvoir, ils ont quelle vision? Et ceux qui travaillent à côté des professeurs, est-ce que à côté de ceux qui sont au niveau du pouvoir, ils leur proposent quoi? Alors, le problème, moi, qui m'intéresse ici, c'est de savoir, tout à l'heure, il a été dit, les prémices. Moi, ça m'intéresse beaucoup, les prémices. Donc, c'est-à-dire, quand on a mis en place nos universités, on ne s'est pas posé les questions, pourquoi faire? Mais deuxièmement, il faut qu'on produise des universitaires, des docteurs, bon, on commence par des licenciés, puis ça monte. On ne sait pas les canaliser, on ne sait pas les orienter pour développer le pays. Et chaque jour, on en produit. Chaque année, on en produit des diplômés. Mais c'est Jean-Marie Kassamba. Oui. Par là, je voulais dire par rapport au système, comme a dit les confrères, oui. Quel est le système que nous avons dans notre pays, dans les systèmes éducatifs? Est-ce que nous produisons les gens, les spécialistes qui sont capables de répondre aux questions de notre pays? Mais il y a bien des objectifs. Bon, dites-moi d'abord, attendez. Non, je reviens. Il y a un syndicaliste qui est venu ici. Il y a une différence. Il y a une différence. Oui, à quel niveau? Non, attendez. Entre produire des intellectuels et ce qu'on en fait sur le marché, oui. Ça dépend du marché d'emploi, la politique d'emploi du pays et de l'entrepreneuriat. Parce que quand on voit tous les discours du président de la nation, il y a des objectifs en termes de formation. Qu'est-ce que les profs d'université font une fois professeurs aux côtés des politiques et pour faire mettre ces pays par terre? Oui. C'est une autre question. Donc ça fait deux thématiques complètement différentes. Nous devons aborder de façon parallèle. Oui.
ça, c'est pas un échantillon. C'est pas un échantillon représentatif de l'université. Quand les gens vont dans des cabinets politiques, ils n'y vont pas comme en tant qu'universitaire. En tant qu'université, je suis désolé qu'il y a des gens qui sont sur le document de l'État, professeur, docteur, voto. Mais non, il n'y a pas ils n'y vont pas. Mais pourquoi vous ne résistez pas contre ça? Il faut différencier. Il y a des cas de visite où il y a... donc, on met d'abord le nom, et en dessous, il y a professeur, docteur, mais pourquoi vous ne résistez pas à ça? Dans ce débat, je voudrais qu'on puisse différencier l'apport de l'universitaire au niveau de la gouvernance du pays et l'apport de professeurs à l'école secondaire et on ressent cela, ces lacunes, on les ressent au niveau universitaire. C'est important. Je vais vous donner quelques indications. La conférence de ministre de l'Éducation de la francophonie vient de publier une recherche, une évaluation qui a été faite dans 14 pays francophones en Afrique. Ils ont sélectionné un échantillon d'élèves qui viennent de terminer l'école primaire. Et nos élèves congolais, nos élèves congolais qui viennent de terminer l'école primaire, 81% d'entre eux, ceux qui ont été choisis dans l'extérieur, 81% incapables d'effectuer une simple opération de mathématiques. 81%. Et en lecture, 72% des élèves qui ont été sélectionnés, l'échantillon, 72% d'entre eux incapables de lire et de comprendre un texte simple en français. C'est grave ça. Oui. Donc c'est pour vous dire, c'est pour vous dire justement que au niveau de la base, la qualité de l'enseignement laisse vraiment à désirer. C'est vraiment un grand souci. Et j'ai conclu en disant que la politique de gratuité, qui est une bonne chose, va amener des millions d'autres enfants, mais cela a déjà un effet pervers, c'est que si on ne fait pas attention, la qualité va s'enfoncer. Donc la sélection, il y aura encore la masse. Oui, il y aura la masse, il y aura encore des pléthores, les classes vont être bondées, les enseignants seront incapables d'encadrer sans... Donc le fait pervers la gratuité de l'enseignement. Je ne participe pas. Allez-y. Une question qui est venue d'Afrique du Sud sur la nomination. Oui. C'était il faut que les politiques ne nomment plus. Non. Il y a même d'ailleurs une autre question qui arrive tout à l'heure. C'est voilà, Angèle Massamba à Libreville, au Gabon, qui dit pour inverser la situation, il faut que les scientifiques arrêtent d'être nommés par les hommes politiques. D'accord. Voilà. Tout a été fait. Nous avons, sur les statuts de l'ESU, cette assertion a été mise de façon qu'on puisse passer par les élections. Le problème s'est posé au niveau du texte. Le prof qui m'écoute, qui a été à la base de ce texte, ont tout fait pour qu'ils disent ceci. J'ai dit, il est texte. Les DG et les autorités de l'académie doivent être élus par le père. Oui. Je prends le cas de l'université de Kinshasa, où le problème s'est posé. Oui. Nous avons plus de 600 profs, autant d'une centaine de professeurs ordinaires, plus de 300 professeurs, plus de 400 professeurs associés. Quand on dit père, il ne sait pas entre eux. Le professeur ordinaire... c'est pas... Non. Pour les professeurs ordinaires, un professeur... c'est le père au niveau. Voilà là où il y a le problème. Le texte a prévu ça. Mais les pères... Quel type de père? Il m'a dit non. Le professeur n'est pas mon père. Le professeur associé n'est pas mon père. C'est là où se trouve la question. Nous descendons dans de petites institutions où la plupart des gens, les professeurs ne sont pas titulaires de cours à l'intérieur. Ce sont les chefs de travaux. Et ces chefs de travaux, ils ne sont pas des pères. Ce ne sont pas des pères. Vous comprenez? Donc c'est un problème. Mais les architectes, le père, Monsieur Kassamba, la communauté universitaire est constituée de 3 groupes de personnel bien identifiés par l'État. Nous avons les personnels académiques qui sont constitués de professeurs ordinaires, professeurs et professeurs associés, plus les non-enseignants. Je passerai après. Donc là, les directeurs de recherche, les bibliothécaires principaux. Nous avons le personnel scientifique
qui est constitué de chefs de travaux, des assistants et dans les cas échéants de CPP, des chargés de pratique professionnelle. Et la troisième catégorie, c'est le personnel administratif, technique et ouvrier. C'est bien stipulé sur les statuts de l'ESU. Nous sommes avec nos amis profs, quand ils vont parler, ils ne parlent jamais des chefs de travaux, ils ne parlent jamais des assistants, ils ne parlent jamais des administratifs. Et nous les regardons comme... Sur Internet, ça va chauffer. Je prends les 5, ça va chauffer. C'est pas de pairs. Les pairs, c'est tous ceux qui travaillent à l'université. Donc, pour élire un responsable d'un établissement, c'est toute la communauté. Les académiques, les scientifiques et les administratifs. Donc, c'est quelque chose qu'on doit corriger. Mais c'est un débat. Ils m'écoutent, ils vous diront non. Les autres là, ce n'est pas ça le problème. Or, le problème est déjà résolu au niveau de l'État qui a fait des textes. Les textes sont là, mais l'applicabilité de ces textes pose problème. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect maintenant, il y a des établissements qui se cherchent, qui forment. Je prends le cas de l'IFASIC. Il est le produit de l'IFASIC, le professeur Voto. C'est ses efforts personnels. Oui. Ses efforts personnels. Et puis, public. Il est à la pointe de l'info. Moi, je l'ai connu comme assistant, il m'a donné cours. OK? Aujourd'hui, il est prof. Mais comment il est venu prof? C'est par son savoir-faire individuel. Oui. Et vous voyez les institutions, je prends des cas précis. L'IFASIC et l'Institut de Yangambi. Oui. Agronomique. Oui. Yangambi, c'est la meilleure institution de l'Afrique centrale à l'époque. Oui. À tout ce qui concerne les problèmes forestiers. Parce qu'il y a les miniers qui ont parlé, les agronomes et tout ça. Oui. Mais Yangambi a été déserté. La faculté agronomique s'est déplacée de Yangambi pour s'installer à l'université de Kisangani. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme recherche? Il a fallu plus de 10 ans pour les déloger et les ramener. Donc, ils ont fait 10 ans, aucune recherche, aucune publication. Maintenant, je termine, M. Kassamba. Je prends le cas précis de l'IFASIC, ISTI, à l'époque. Ça comptait combien de profs? L'ISTI s'est mué à faculté universitaire. Et ils ont organisé le DEA, le DS, l'école de doctorat. Jusqu'au doctorat. Voilà. Et ils ont formé. Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de profs. C'était l'effort, pas de l'État, l'effort personnel entre les autres. Non. Le petit moyen que nous avons, nous mettons ça en contribution. Oui. Ils ont construit, ils ont tout le matériel. Et quand quelqu'un sort de cette institution, en tout cas, il a la meilleure formation. Ils sont en avance sur l'éthique. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que nous sommes en retard sur de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais on a pu adapter. Il est l'exemple, disons, clair et pratique de ce produit. Alors je vous propose maintenant qu'on puisse allez, chacun apporter des propositions, parce qu'on a beaucoup constaté. Je vois quelques questions ici au midi, mais c'est lamenté, c'est bien. Mais vous proposez quoi? J'aimerais juste répondre à la question s'ils étaient fiers de leurs étudiants, oui, ou pas. De leurs étudiants ou pas. Moi, je trouve que quelque part, il n'y a pas de rigueur. Il n'y a plus de rigueur à l'université. Il n'y a pas de rigueur. Il n'y a plus de rigueur. Les rigueurs dans les examinations, pas de sélection, les rigueurs d'études, de sélection, et les rigueurs d'octroi des diplômes. Ils ne parlent pas des diplômes qu'on vend dans l'université ici. Il y a des diplômes qu'on achète, qui sont transmissibles, des professeurs qui font allégeance, on leur donne de l'argent. Au sein des universités qui sont des antivaleurs et qu'on doit aussi nommer, pour ça qui fait que les niveaux des étudiants baissent. Il y a des problématiques des enfants d'abord, des enfants de profs qui n'étudient pratiquement pas. Les enfants de profs, mais qui distinguent souvent. Qui distinguent souvent. Il y a beaucoup des antivaleurs à l'université que le professeur qui ont, même ceux qui étudient en Europe avec les rigueurs strictes, quand ils viennent ici, ils pratiquent ces antivaleurs-là. Donc il y a un problème aussi que eux doivent changer à ce niveau-là. Merci. Et qui fait que les étudiants ne sont pas. Donc les enfants de profs n'ont pas droit d'être intelligents. Je voulais aussi corriger quand même. Le papa qui a étudié pour lui. Je voulais aussi corriger quelque chose que la dame. Je ne suis pas vraiment d'avis de ce que la dame dit. Oui. Pourquoi? Parce que à travers la question que la dame a posée, si nous sommes fiers, si les professeurs congolais sont fiers, c'est ce qu'on devait sur le marché. Ah ouais. Là, moi, je suis enseignant. Je dirais que oui, nous sommes fiers de ce dont nous sommes en train de former.
Pourquoi? Parce que c'est par rapport par rapport au programme que le gouvernement a mis en place. Nous ne pouvons rien évoquer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais la même qualité, c'est ce que le gouvernement nous demande. Avec quel budget? Il y a mon frère internationaliste qui a s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Il y a mon frère internationaliste qui a dit un problème un peu vraiment important en ce qui concerne la recherche. Le ministère de la recherche congolaise, et il a quel niveau? Notre recherche. Oui, pour publier. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question ici. Un livre. Qu'est-ce que il suit au Brésil d'ailleurs. Nous avons Passi Kamasa, qui nous suit au Brésil, il dit poser la question au ministre de l'Enseignement supérieur, quel est le budget de la recherche? C'est par rapport à ça. Le ministre vous a la question. S'il vous plaît. Alors là, je vais en arriver. Oui. Le budget d'abord de notre pays, il est de combien? Quand vous faites la subdivision par rapport au nombre de ministères que nous avons, il ne faut pas oublier, nous avons un grand ministère. C'est le ministère de l'Éducation, s'il vous plaît, M. Jean-Marie Kassamba. Là, ça fait partie de l'avenir de toute une génération, de toute une nation. Le budget, il est à combien? La dame dit qu'il y a des diplômes qui s'achètent et tout et tout. Ce sont des antivaleurs. Oui, nous sommes en train de lutter pour que ces antivaleurs poussent ce parti. Mais c'est l'État, s'il vous plaît. Quel est le rôle de l'État dans un pays, M. Jean-Marie Kassamba? Donc c'est la faute à l'État. Non, Jean-Marie, non. Il y a aussi la l'État enlève aussi les valeurs à s'il vous plaît, je vais citer. Il y a aussi une absence totale de l'État. C'est l'État qui devait mettre des moyens. Il y a la question des étudiants eux-mêmes. Moi j'ai fini à l'UPC. En droit, ici, je travaille aux affaires étrangères. Je suis allé à l'ULB, j'ai distingué à l'ULB. Je suis allé à l'université de Canberra, j'ai distingué là-bas. C'est une question de choix d'étudiants aussi qui nagent dans ça et qui saluent la représentation de tous les étudiants du Congo par rapport à ça. Les professeurs qui sont dans le bain, les gens sont dans le bain. Donc il faut le dire, ça existe. Il ne faut pas cacher la faute. Moi, j'ai étudié ici. C'est la faute à l'État ou c'est la faute aux personnes? Les responsabilités sont partagées. Oui. Là-bas, de l'autre côté, ils ont dit que l'université n'est pas faite pour les pauvres. Oui. Non, tout le monde ne peut pas aller à l'université. L'université est élitiste. Elle n'est pas massive. Non, c'est-à-dire quoi? Vous laissez les étudiants, donc c'est-à-dire tout le monde ne doit pas être admis à l'université. Au moins les professeurs gagnent l'argent, mais eux, ils ne pensent même pas soustraire un truc pour la recherche. Là, c'est un problème pour l'État. C'est ça, à la faculté des sciences, je suis en maths info. Alors, nous recevons à l'administration de Joseph Kabila à l'époque, les machines arrivent. Aujourd'hui, les étudiants payent leur argent des laboratoires. Ah bon? Mais ils n'entrent pas. Comment ça, ils entrent? Ça, c'est un système de professeurs. C'est-à-dire que nous avons un laboratoire d'université et doté de laboratoire d'informatique. Oui. Mais c'est destiné à la recherche. Ils payent $25 chaque année pour le laboratoire. Mais ils n'entrent pas. C'est-à-dire les systèmes. Le système est obsolète. C'est-à-dire le système est ancien. Un professeur qui fait 10 ans avec un seul service, sans renouveler. La dame on viendra faire l'enquête, hein? Oui. Je vous préviens, on viendra dans les universités faire l'enquête sur la qualité des professeurs et leurs publications. Laissez-moi vous poser cette question qui vient du Katanga. Notre entreprise minière a organisé, voilà, vous les gens, ça vient du Katanga. Notre entreprise minière a organisé un test de recrutement en informatique sur Excel. Tous les candidats ont échoué, dont il faut... Il a été dit tout à l'heure. On va chez Vodacom, on va à la Monisco. Lorsqu'on fait des tests, ce sont les étrangers qui gagnent. Monsieur Kassamba, en réalité, voilà. Dites-moi, là c'est un témoignage de Lucien. Attendez, témoignage de Lucien Mugaza qui est au Katanga. Exemple, hein? Test informatique. Sur Excel, tous les candidats ont échoué. Sorti pourtant de la formation ici. Non. On a donné un autre exemple tout à l'heure de dictée ou je ne sais pas quoi. La question posée à moi. Oui. Le problème, ce n'est pas ce qu'il a posé comme question. Dans l'informatique, comme il venait de le dire, nous sommes en retard.
Moi j'ai passé... On est en retard. On est en retard, pas des 10 ans. Même par rapport au Rwanda. Oui. Non, on est en retard même de 15 ans. Non, 20 ans. Écoute tout d'abord, M. Jean-Marie. Oui. Nos étudiants ne sont pas équipés. Ils n'ont que des petits téléphones comme ça. Quand vous parlez d'Excel, de PowerPoint, tout ça, ils n'ont pas ça. Ils n'ont même pas l'ordinateur. Le pays est appauvri. D'une façon, il a parlé pourquoi on a fait les examens. Mais ce qui se passe dans les mines actuellement, c'est une réalité. Aussi on n'a pas d'ingénieurs de mines congolais. On n'a pas des ingénieurs de mines congolais. On n'a pas des ingénieurs dans l'environnement. On n'a pas l'environnement minier. Attention, on est suivi dans le monde. Hein. Oui, on n'a pas des ingénieurs dans l'environnement. Non, laissez-moi parler. Dans l'environnement minier, moi je parle de l'environnement minier. Sur la transformation des minéraux au Katanga, je connais. Et la géologie, je suis d'accord. Maintenant, pour ces spécialités, moi, je vais vous poser par exemple une question. Non, il y a des ingénieurs. J'ai eu l'information qu'on devait mettre les explosifs dans la Miba. Mais tu sais, on a invité l'armée. C'est l'armée qui devait s'occuper des explosifs. Mais donc il n'y a pas. Où sont les ingénieurs? Où sont les ingénieurs? C'est ça le problème. Aujourd'hui, Jean-Marie, attends un peu. Qui termine d'abord. Je suis préoccupé. Quand je suis assis, je vois quand même une grande personnalité dans les domaines des mines. Il dit que ces minéraux produisent et non pour le Congo. Bon, maintenant je me pose. Vous avez une fixation sur. Non, je parle de CA. Je parle. Non, laissez-moi. Non, je n'ai pas encore terminé. Laissez-moi terminer. Oui, Jean-Marie. Avant de prendre un contrat avec un investisseur étranger, il y a 7 piliers. Le président Tshisekedi vient d'ajouter le 8e. Le premier pilier, c'est les finances. Les finances, nous avons besoin d'un investisseur qui viendra pour donner les fonds nécessaires pour construire les mines, pour exploiter les mines et pour les fermer. C'est ça. Le deuxième pilier, on parle sur l'impact qu'il y aura sur le développement de l'environnement. Le troisième pilier, c'est le marché. Qui doit payer notre produit et à quel prix, nous et nos investisseurs. Le quatrième pilier, nous parlons du personnel qualifié. Maintenant, on arrive dans les moments de compétences, on trouve les pays bloqués. Vous comprenez? Pas de Congolais à la place. Le cinquième, on parle de l'emplacement. Sixième, on parle des coûts. Ça va nous coûter combien? Quand on doit construire les mines, quand on doit l'exploiter et quand on doit exploiter un gisement. On peut exploiter un gisement pendant 50 ans. Et après, il y a une chose qui va se dire. Quand on va pour exploiter, il y a un environnement qui doit être détruit. Il y a des villageois qui vivaient dans ces contrées. Ces villageois vivaient des pêches et de la chasse. Maintenant, vous détruisez cet environnement. Vous devez supporter la vie de ces gens pendant 50 ans. Et vous devez garder l'argent jusqu'à la fermeture de ces gisements. Bon, maintenant, toutes ces choses se font. On nous dit quand même que ces choses n'appartiennent pas au Congo. On vous dit que les codes miniers... Laissez-moi parler, Jean-Marie Kassan. Vous avez une fixation, je sais que ça va chauffer. Le code minier, c'est comme le code de la route. Oui. Nous avons le code de la route sud-africaine. Nous avons notre code de la route. La différence, c'est seulement qu'en Afrique du Sud, le volant est à droite, au Congo, il est à gauche. Mais si les signes conventionnels, quand vous voyagez, il n'y a pas de blâme. Vous quittez ici, même à Londres, vous pouvez circuler avec la voiture. Mais nous avons une législation qui n'est pas respectée. Et qui, moi, je respecte les législateurs. Donc ce PSA, il faut qu'on l'invite. Mais le problème est qu'ils sont beaucoup plus politiques. Il faut qu'on l'invite. Ils sont plus politiques. Ils n'ont pas la matière. Est-ce que vous comprenez? Ils sont plus politiques. Ils dominent la politique. Mais quand il s'agit de prendre de meilleures décisions pour notre pays, il y a un problème. Qui est potentiellement riche, avec des grands gisements et des grands kimberlites, mais les Congolais n'en profitent pas. Merci beaucoup. Je vais répondre à la question. C'est une question. Je vais répondre à la question. Dans le même sens que lui, quand j'ai habité l'Australie, l'Australie est un pays qui est très riche en minerais. Le pays, il est développé par rapport aux mines. L'Australie. Et j'ai essayé de... J'ai représenté la chambre des mines pendant 4 ans en Australie. Et j'ai essayé de faire le jumelage entre l'université de Queensland,
l'université de Lubumbashi. C'est là que nous avons vu qu'il y avait le noir et le blanc par rapport aux universités d'ingénierie, par rapport aux facultés qui manquaient, aux laboratoires qui manquaient dans les universités. Donc il a complètement raison. Non seulement que notre système éducatif n'est pas adapté à répondre aux besoins du marché minier. Pas du tout. Et aussi, ceux qui sont, les peu d'ingénieurs qui répondent à ces marchés, ils ont buté un problème de langue. L'anglais, parce que les mines étaient un domaine anglophone. Alors nos ingénieurs francophones, quand ils sont formés en français, ils sont formés en français, ils n'ont pas accès vraiment au marché d'emploi. C'est aussi un problème. Donc juste pour ajouter à ce qu'on peut le dire, et ça, est-ce que maintenant on peut proposer donc on peut mettre cette école bilingue. Oui, le test, oui. Pour les tests, pourquoi on échoue? Il y a un problème d'abord. Ça veut dire les professeurs, la majorité des professeurs de l'informatique aujourd'hui. L'informatique est arrivée au moment où la majorité des professeurs étaient déjà mathématiciens. C'est-à-dire, il y a un problème de mise à jour. Ils ne savent pas se mettre à jour. Ça, c'est une vérité. Non, professeurs sont pas mis à jour. Ça veut dire quoi? L'informatique arrive souvent dans des facultés mathématiques. C'est-à-dire là où il y avait des mathématiques déjà à l'époque. Alors, il faudrait se mettre à jour. Mais malheureusement, ça veut dire, bon, ils sont là à la perception des salaires. Mais la recherche, c'est ça le grand problème. Voilà. On ne se met pas un jour, or ça met les étudiants en difficulté pour ne pas répondre bonnement à la société. Merci beaucoup. C'est Jean-Marie. Alors, commençons par proposer maintenant. Oui, on va proposer. Maintenant qu'on a constaté que ça n'a pas marché du tout, ça n'a pas marché du tout, malgré le côté positif des professeurs, voilà, oui et non, mais globalement, ça ne marche pas. On a des étudiants avec des diplômes inadaptés, le niveau pas terrible, l'équipement pas à jour, mais on se dit pays riche envoie. On a écouté le président de la République hier, il dit nous sommes un pays riche, on est appelé à devenir encore plus riche, etc. Mais si on n'a pas formé correctement ou on ne forme pas correctement, ça va être compliqué. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Merci, M. Jean-Marie. Oui. Avant de proposer, je voulais donner un petit point de vue par rapport à ce test de Lubumbashi. Oui. Je pense que... En informatique, tout le monde a échoué. Excel. Je pense que, M. Jean-Marie, si nous devons parler à travers le monde, on veut parler de l'informatique. Je crois qu'on voit d'abord l'Inde. Nous ne pouvons pas être meilleurs dans tous les domaines. Et c'est ça, c'est un problème pour le pays. Si nous voulons développer ce pays avec tous les domaines à la fois, je vous dis, même après 5 ans, il y a quand même des disciplines. Voilà, nous devons avoir des disciplines. L'agriculture, les mines, on peut quand même avoir des spécialistes. Voilà, tout au début, il y a le professeur qui a parlé de développement, il a posé la question dans quel secteur? Oui. Parce que si nous ne devons pas cibler les secteurs, nous allons nous simplifier. Prenez les mines par exemple, on s'est dit un pays minier. Oui. On est un pays agricole. Par définition, on a des forêts, on a de savane, on a de l'eau. Nous pouvons nous focaliser de ce côté-là. Oui. Moi, ma proposition par rapport au thème d'aujourd'hui s'adresse particulièrement aux professeurs. Aux professeurs qui sont autour des décideurs. Voilà. Et je résume ma proposition en une seule phrase. Que tous les professeurs qui me suivent en ce moment, parce que les conseillers du chef de l'État, les conseillers des ministres, les directeurs de cabinet, c'est toujours des professeurs qui nous ont enseigné. J'aimerais qu'ils comprennent. Président du Sénat. Le président du Sénat, des professeurs. C'est la législation des professeurs, les consultations des professeurs. Si vous êtes autour d'un chef, parce que ces professeurs sont évalués par les résultats. On ne peut pas être prof et se dire prof, quand ça ne marche pas dans les pays. Sinon, ça n'a pas de sens. Quel conseil pour eux? Ma proposition est celle-ci. C'est un conseil que je donne. Étant autour des décideurs, tout ce que vous proposez au chef, vous êtes des bons conseillers. Une fois que vous n'êtes pas écouté, moi je vous demande de démissionner. Professeur, démissionner quand vous n'êtes pas efficace et surtout quand vous n'êtes pas écouté. Non, c'est la portée d'un chef pour y être. Merci beaucoup. Madame, là vous êtes concernée. Je ne sais pas si vous conseillez dans un cabinet, pas encore. J'ai été directeur de cabinet adjoint à l'enseignement supérieur universitaire, donc je sais de quoi je parle. Oui. Ok, voilà. Donc conseil vous est donné, si vous n'êtes pas écouté, démissionnez. Ok, j'ai été écoutée et j'ai quand même fait changer des choses là où j'étais. Alors, ce que je vais dire, avec tout ce que nous avons dit, nous avons déjà une lueur, nous avons une solution. Il faut aimer notre pays, d'abord. Et puis, il faut se dire que nous avons beaucoup produit, nous avons réfléchi. Il existe une stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. En fait, on dit toujours, quand on veut cacher quelque chose aux Congolais, mettez ça par écrit. Ils ne vont pas lire. Et dans un bon livre. Nous avons une grande stratégie. Oui. Quand c'est écrit petit comme ça,
Il regarde, il n'y a même pas de photos, il ferme. Voilà. Et cette stratégie-là définit les axes là où on doit agir pour améliorer la formation. Tout ce que nous avons dit ici est décrit dedans et a des pistes de solutions. Donc, il ne faudrait pas, c'est vrai, on a parlé de la question enseignante, donc la question du professeur, mais ce n'est pas seulement le professeur. Nous sommes face à une crise sociétale. Vous avez dirigé les cabinets, au niveau même de l'enseignement d'ailleurs. Oui. Pourquoi toutes les lois, les dispositions, les circulaires que vous mettez en place, vous les mettez dans les tiroirs? On ne les met pas dans les tiroirs. Ce n'est pas appliqué. Et chaque fois qu'on change de ministre, eh ben, celui qui arrive n'applique pas. C'est justement ça, c'est une décision politique. On peut faire tout ce qu'on a comme document, mais il faut l'applicabilité de ces documents. Nous avons la loi cadre, il faut la vulgariser. Quand on dit que, oh non, pourquoi est-ce qu'on s'arrête à faire nommer les DG et les recteurs nommés? Ça a déjà changé. La loi cadre dit qu'on doit passer au vote. On a parlé de père. Non, mais justement, les mesures d'application. Les mesures d'application, toutes les parties prenantes du secteur éducatif devaient se mettre ensemble et définir, voir comment est-ce que nous pouvons avancer, comment est-ce que nous pouvons aller justement vers l'élection des recteurs et des DG. Je peux partager l'expérience de Louvain. Moi, j'ai eu à voter les recteurs de Louvain en tant qu'étudiante étrangère. Donc, on a eu... Mais on a notre compatriote qui vient d'être élu d'ailleurs. Oui, voilà. On de la Grande-Bretagne. Voilà. La grande université là-bas. Mais elle a été élue par les pairs. Ah oui, les pairs, ça veut dire toutes les parties prenantes. Ici, les pairs, c'est compliqué. Non, nous allons arriver à nous entendre. Mais c'est que moi, je veux dire que l'on doit retenir aujourd'hui, donc le pays travaille, mais ça veut dire que nous devons tous mettre la main à la pâte pour que ça avance. Si nous mettons juste en pratique la stratégie sectorielle de l'éducation, nous allons récupérer dès la maternelle jusqu'au supérieur. Je pense que les décideurs nous suivent. Pouvons-nous mettre en application la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2015-2025? Nous allons faire changer les choses, s'il vous plaît. C'est ça qu'il faut. Proposition. D'accord. Moi aussi, j'ai encore des questions qui arrivent. Hein? Proposition. Oui. D'abord, nous devons constater que notre système éducatif a été conçu à un moment de l'histoire. Pas le Belge. Pas nous-mêmes, dans les années 60. C'est là qu'on a décidé primaire, cycle d'orientation, section littéraire, et ainsi de suite. Pour le moment, ce système ne répond pas à nos besoins. La preuve, dans les mines, par exemple, il est incroyable que dans un pays comme le nôtre, nous n'ayons pas des écoles techniques professionnelles qui forment des techniciens miniers. Et vous savez, par exemple, il y a quelques années, quand il y a eu boom minier, il y a des entreprises qui étaient obligées d'amener même des ajusteurs parce qu'il n'y avait pas de de l'étranger. Donc nous devons revoir notre système éducatif en commençant par l'école primaire jusqu'à l'université et en prenant l'option de privilégier l'enseignement professionnel et technique. Ça doit être l'option pour que cela puisse répondre à nos besoins. Nos matières premières, nous devons être capables de les transformer. Pour le moment, nous n'avons pas cette capacité opérationnelle pour les faire. Ça veut dire que même si aujourd'hui on dit avec la sous-traitance, on donne des marchés aux Congolais, on ne peut pas absorber ces postes ici. On n'a pas, oui, et dans la stratégie, j'ai lu la stratégie, il y a des axes qui sont prévus là-dessus, mais la stratégie ne va pas très loin. La stratégie a proposé d'introduire des transformations. Ils ont commencé d'ailleurs, par exemple, tout ce qui est numérique, introduire, mettre l'accent sur les mathématiques, les technologies, tout ça qui était là, mais la stratégie ne va pas plus loin. Et en plus, malheureusement, la mise en œuvre de cette stratégie dépend de la coopération externe. Justement, j'allais poser cette question vous concernant, parce que vous avez évolué dans ces mondes de la coopération internationale. Est-ce que ce qui est fait, par exemple, pour le Rwanda, on voit comment il y a de l'argent qui est déversé là-bas pour la formation, pour l'équipement. Est-ce que par rapport à nous-mêmes, on est quand même un premier pays francophone, on est d'accord. Au lieu de nous donner les jeux, est-ce qu'on nous donne aussi les moyens pour former les campus numériques, par exemple? Est-ce qu'ils bénéficient des moyens ici? Ben oui, ils bénéficient des moyens. Maintenant, les moyens à la mesure des relations que nous établissons avec... Voilà. Est-ce que ces relations ne sont pas bonnes? Oui, c'est à la lumière des relations que nous établissons. Oui, la banque donne... Et c'est à l'un des tournées. Non. Là, on a vu les 2 millions amassés par... Je réponds à votre question. Et c'est très important parce que cette question...
j'ai travaillé dans beaucoup d'organisations internationales, mais il faut qu'on se comprenne, en tant que Congolais, que nous comprenions que ce ne sont pas les organisations internationales qui vont développer le pays. C'est nous-mêmes. Au lieu de passer tout le temps avec la ils peuvent apporter un appui. Et leur appui est substantiel. Parfois, on nous donne trois imprimantes avec un ordinateur. Leur appui est important, mais c'est d'abord nous-mêmes. C'est d'abord nous-mêmes. Et moi, je l'ai dit sans réserve aussi, c'est que nous avons beaucoup d'argent dans ces pays. Le problème, c'est que nous n'avons pas compris que nous devons investir dans l'éducation et surtout dans la qualité de l'éducation. Et la qualité coûte cher. La qualité coûte cher, c'est très important. Parce que quand j'ai parlé tout à l'heure de transformer nos programmes scolaires, les contenus de nos programmes, parce qu'ils sont inadaptés, c'est ça la réalité. Il faut les transformer pour les adapter aux réalités actuelles. Ce qui va suivre, c'est qu'il faut former les professeurs ou renforcer leurs capacités. Parce que ça ne sert à rien de créer des écoles professionnelles et techniques, de transformer les curricula, les programmes scolaires, si les professeurs ne sont pas mis à jour, ne mettent pas leur qualification à jour. Ça, c'est très important, vous voyez. Et ça demande de l'argent, et c'est pourquoi il faut investir là. Merci beaucoup. Alors, quelle proposition maintenant, parce que au-delà des revendications, vous les syndicalistes, quelle proposition? Parce que vous êtes là pour demander les salaires, les conditions de travail, etc. Voilà, c'est les pairs ensemble. C'est les rôles. On a appris quelque chose de la définition de pair. C'est le rôle même du syndicaliste. Revendiqué. Comme conseil, nous pouvons demander au gouvernement, malheureusement le professeur Sambano n'est pas là, d'instaurer un bon système de management. Le management, c'est-à-dire, comme syndicaliste, d'abord prendre en considération les ressources humaines. Les ressources humaines, nous avons en premier ceux qui sont qualifiés pour l'enseignement universitaire et supérieur, de profs, les mettre dans des conditions vraiment importantes pour qu'ils puissent faire leur travail, qu'ils ne puissent pas fouiller pour aller faire la politique. Avec les profs. Non. Quand on voit un prof qui ne publie pas, qui ne fait pas de recherche, qui laisse le travail aux assistants, il faut lui retirer la charge horaire. C'est le travail du comité de gestion qui doit voir des doyers. Il faut lui retirer la charge horaire. Oui, c'est le travail des doyers. Même si l'ami du ministre et des comités de gestion pour veiller à tout cela. Donc, d'abord les ressources humaines de l'enseignement supérieur. On doit veiller aussi aux ressources matérielles. Vous savez que tous les bâtiments des universités et instituts supérieurs sont presque obsolètes. La logistique. Nous avons des facultés de médecine à travers le pays. Combien de cliniques universitaires? Des facultés vétérinaires. Combien de cliniques vétérinaires? Vous allez organiser... Est-ce que c'est proposé au conseil d'administration? Oui. Est-ce que c'est réclamé? Est-ce que vous manifestez seulement quand il faut payer, ne pas payer, sélectionner? Non, tout vous ça. Vous n'avez jamais manifesté parce qu'il vous faut une clinique universitaire? Non. Nous le faisons, c'est-à-dire il y a des concertations, il y a des conseils paritaires. Même l'actuel ministre qui va venir, il doit convoquer ce comité paritaire. Là, il aura à prendre tout ce qui est comme problème au niveau de l'enseignement supérieur, avant qu'il ne travaille. Alors, juste une petite question, pour que vous puissiez chuter quand même. Lorsqu'on vous nomme des ministres qui ne sont pas à la fois a priori compétents ou qui connaissent rien du secteur, pourquoi vous ne le refusez pas? C'est votre droit, hein? Bon, s'il vous plaît, M. Kassamba, un ministre, c'est un gestionnaire. Normalement, un professeur ne peut pas être ministre. Parce qu'il est spécialiste à un domaine bien déterminé. Il risque de prendre toute sa science, sa spécialité, le mettre dans l'enseignement supérieur, universitaire, et oublier les autres spécialités. C'est la gestion des ressources. Un ministre, c'est la gestion des ressources humaines, matérielles, logistiques et financières. Même si c'est un gestionnaire. Ce n'est pas un prof. Un prof, normalement, ne peut pas être ministre. C'est un gestionnaire. Voilà. Parenthèse de fait, je termine mes propos en disant que dans les réclamations, il faut que le gouvernement fasse ce qu'il doit faire pour relever le niveau, mettre le moyen, le fonctionnement des universités. Il n'y a même pas un rond qu'on envoie. Ah bon? Ce sont les parents qui dépensent.
Et vous voyez qu'il y a une équation. Même pendant la période de la gratuité, mais ça c'est... Mais la gratuité, c'est au niveau du secondaire. Au niveau du supérieur, les enfants payent. Et quand ils payent, bon, il vous dira, quel est le respect qu'il va avoir envers un professeur. Les autres disent, oh, les points transmissifs, ce ne sont pas seulement des points transmissifs. Oui. Il y a des professeurs compétents, il y a des... Mais qui sont Non, quand un étudiant se trouve dans des conditions difficiles, c'est lui-même qui va chercher des détours. Ce n'est pas la faute du prof, mais dans la manière suivante, nous avons... Ah oui, le prof donne son cours. Je termine. Oui. Est-ce que vous avez... Actuellement, aujourd'hui, comme il n'y a pas assez de matériel, le seul matériel qui reste pour que... nous avons vu de salles bondées ici. Comme un étudiant qui est dans une salle de 3000 personnes va suivre son cours. Il doit avoir un support qu'on appelle syllabus. Et si syllabus, l'établissement ne peut pas le fournir, c'est le prof lui-même qui se débrouille pour le fournir. Mais et l'étudiant va crier non, 15 ans, non, ce n'est pas obligatoire. Pas le même syllabus 15 ans. Non. Il faut le mettre à jour. Voilà, regardez nos amphis, à quoi ça ressemble. Il faut le mettre à jour. Maintenant, comment il faut... On dirait une église. Comment il faut saisir? On dirait une église. Comment un professeur peut enseigner dans ces conditions? Et comment un étudiant peut être dans ces conditions? Voilà. C'est pas normal. Alors vous êtes les deux assistants, concluez quand même en dehors des revendications par rapport à la considération de vos titulaires. Oui. En tout cas, ça c'est au niveau de la proposition. Oui. C'est par ici que je vais atterrir parfois sur l'émission. Alors, avant de venir ici, j'étais en discussion avec mon beau-frère Rachidi. On parlait sur ces thèmes ici. Parce que moi, j'ai eu le temps de penser sur ça pendant toute la semaine. Alors lui, il dit, il adhère dans une initiative du président, de l'ancien président Joseph Kabila, que je peux dire au moins un bon retour à la ville de Kinshasa. Il dit, l'enseignement de notre pays doit avoir des réformes, en disant que ça doit être renouvelé pour dire que ça doit être un système orienté solution. Ça veut dire... Solution. C'est-à-dire des écoles techniques. Normalement, des écoles par domaine, par secteur. Ça doit être orienté, un système orienté solution. C'est ça au moins, quand on parle de réforme, au lieu de rester dans des discours, large du discours, ça doit vraiment prendre cet aspect-là. Comme dans d'autres pays, de ne pas faire trop de médecins, de ne pas faire trop de juristes, trop de sociologues. Ça donc, l'enseignement doit être... doit avoir... Science et technologie. Oui. Mais les juristes, il y en a trop. Oui. Il y en a. Et c'est eux qui tournent même les systèmes. Donc je suis en train de partir. Donc l'enseignement doit avoir un autre aspect appelé système orienté solution. La dame a plusieurs fois répété sur l'histoire des réformes. On doit vraiment se rendre vers les bonnes solutions. Alors, bientôt, sûrement, je me bats pour devenir un jour professeur. Je ne suis pas ici pour mettre du doigt dans les professeurs, mais c'était au moins une manière de déclarer de la réalité qui se passe dans les universités. Mais pour l'État, il faudra vraiment revoir. Moi, je demande au moins que l'enseignement supérieur, au lieu de passer dans des accords politiques de temps en temps, l'enseignement supérieur doit être géré par eux-mêmes les administratifs universitaires. Donc, quand on parle de pères... on a compris. Il faut que le père s'en occupe. Nous avons assisté à un système ici. Donc, c'est-à-dire, nous avons eu l'enseignement supérieur, c'est-à-dire des professeurs, l'ensemble des professeurs gérés par un gradué. Ça s'est passé dans notre pays. Un gradué? Par un gradué. Non, je ne veux pas ça. Donc, moins formé que le professeur. Moins formé que le professeur. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des accords politiques. C'est-à-dire, le système est politisé. Incroyable. Donc, on doit au moins arranger les conditions de vie de nos papas, parce que je vais accéder aussi dans ce monde-là. Ce n'est pas d'autres réalités. Merci beaucoup. Alors, terminez, monsieur l'assistant. Ah oui, merci beaucoup. Je pense qu'il y a mes co-débatteurs et tout. Chacun a fait sa proposition. Mais moi, je pense... Vous proposez quoi? Bon, moi, je propose une proposition qui est technique. Tout d'abord, il faut d'abord une prise de conscience. Nous devons nous regarder en face, regarder le niveau de notre pays par rapport au niveau de d'autres pays. Nous sommes un pays, j'ai entendu les dire ici, nous sommes un scandale géologique. Oui, sur papier. Au-delà de tout ça, moi je l'ai toujours dit, en dehors des scandales géologiques que nous avons toujours attendus, même dans les ventres de nos mamans, on nous parlait toujours des scandales géologiques. Oui. Mais nous avons encore une autre scandale géologique ici au Congo, c'est la matière grise.
la dame professeure a parlé ici, les ressources humaines. Vous avez des pays ici au niveau de l'Afrique, je vais vous citer les cas peut-être de la Namibie, n'est-ce pas, qui vivent que des ressources humaines, n'est-ce pas, de la démissation. Mais le Sénégal, voilà. Le Sénégal exporte plus de consultants, de fonctionnaires internationaux. De cette formation. Je voulais un peu parler un peu de la Chine. Comment la Chine a fait pour qu'ils puissent avoir le développement. Aujourd'hui, on parlait de la Chine, c'est un pays de miracles. Comment il a procédé? Ils ont fermé d'abord toutes les universités. Ils ont envoyé les jeunes gens à l'étranger pour aller apprendre. Ils ne sont pas allés faire les universités. Ils sont allés faire la technique. C'est que les Belges nous ont donné à l'époque de Lumumba. L'élite congolaise, cette élite-là, ils ont appris la spécialisation. En dehors de cela, il faudrait aussi que l'État prenne ses responsabilités en créant, n'est-ce pas, les entreprises. On peut nous donner aujourd'hui une tonne, 10 000 tonnes, excusez-moi, des coltons, des casterites et tout. Qu'est-ce qu'on va en faire? On n'a pas des usines qui peuvent les transformer. Mais dis-moi, qu'est-ce que nous allons en faire? Là, il faudrait aussi que l'État prenne ses responsabilités, mettre à la place, n'est-ce pas, de notre pays, des industries de base qui peuvent transformer ces ressources et en créer des devises. Regardez aujourd'hui le budget de notre pays, M. Jean-Marie Kassamba. Ça fait quand même très mal. Nous sommes un grand pays au niveau de l'Afrique. Moins de 5 milliards. Tous les pays du monde qui sont une puissance démographique, M. Jean-Marie Kassamba, il faut le savoir, ce sont les pays émergents. Je vous citerai le Nigeria, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Éthiopie, les États-Unis, le Canada. Tous ces pays, ils sont une puissance démographique. Le Congo aussi, c'est une puissance démographique. Nous devons profiter avec cette puissance. Et il faut aussi investir dans l'éducation. L'éducation, c'est un secteur promoteur. Nous ne pouvons pas penser au développement sans avoir une bonne éducation. En cela, je voulais citer, il faudrait aussi que les enfants que nous avons aujourd'hui, heureusement, je remercie le chef de l'État pour avoir lancé ce fameux projet, ce bon projet de gratuité de l'enseignement. Malheureusement, le papa a dit qu'on risque d'avoir peut-être... Ça bloque un peu, hein? Mais là, il faudrait faire ça. Et il faut l'investissement. Mais ces gens-là, nous ne pouvons pas parler. Il y a un expert de développement qui est là. Je suis également un assistant, je donne cours de gestion de l'environnement et de développement durable. Nous ne pouvons jamais nous développer sans un investissement. Nous devons investir dans l'agriculture, dans l'environnement, dans la forêt, dans la pêcherie, dans tous ces domaines. Il faut mettre des moyens. Je vais donner un exemple. Vous jetez, je vais citer par là. Vous avez votre taxi qui fait uniquement les transports et tout. Mais moi, j'ai mon taxi, j'ai ma pharmacie, j'ai presque 5-10 entreprises. Pensez-vous que votre rendement avec mon rendement sera le même? Non. C'est à ce niveau que l'État devait mettre moyen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on aborde ce côté, mais essayez d'être un peu plus bref parce qu'on est quasiment à la fin de l'émission. Nous sommes en direct. Proposition. Ne revenez pas sur le PCA. Sincèrement. Oui, merci. Le PCA est déjà interpellé, on le sent. D'abord, dans les réseaux sociaux, le pauvre, il explique que ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. C'est déjà parti. Bon, merci Jean-Marie pour l'idée. Moi, j'encourage notre gouvernement à la personne du Premier ministre qui est aussi ingénieur. Qu'on va valider la semaine prochaine. Qui est l'ingénieur de mine. Je sais que nous, les ingénieurs, nous aurons maintenant de valeur. Pourquoi on est mal payé? Je tiens à les soutenir. Ah bon, les ingénieurs mal payés? Oui, les ingénieurs marchent à pied, ils n'ont pas de véhicules, mais on veut la production. Mais donnez-moi seulement un pays. Allez-y. Bon, je remercie aussi les chefs de l'État. Mais une chose que je vais dire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'accepte pas cette idée de privilégier l'exploitation artisanale. Ah bon? L'exploitation artisanale, c'est les satellites pour les rebelles. Les rebelles s'activent seulement dans l'exploitation artisanale. Vous allez constater aujourd'hui, si vous fermez dans l'est de notre pays tous les carrières artisanales, vous allez constater qu'il n'y aura pas de personnes dans des carrières. Donc cette idée de vivre avec des crézères, ce n'est pas bien. Il faut apprendre à nos enfants à travailler. Mais le peuple va faire quoi? Le petit peuple. On doit leur créer le travail. En plus de cela, un président américain a dit ceci. L'arbre de la liberté est ravitaillé par le sang des patriotes et des rebelles. Celui qui aime la paix prépare la guerre. Nous avons l'uranium.
Et nous avons été les premiers à contribuer sur le bombe qui a détruit le Japon. Hiroshima, jusqu'alors, oui. On ne sait pas quoi faire avec ces minéraux radioactifs. Qui sont là. Donc nous avons la capacité de développer avec l'énergie atomique et l'énergie nucléaire. Quand nous avons la force, celui qui aime la paix prépare la guerre, nos voisins ils vont nous respecter. Oui. Nous avons les plombes. Les plombes ont servi dans les anciennes batteries. Oui. Les plombes servent aussi dans les usines de fabrication de munitions. Oui. Pourquoi pas ne pas développer notre ingénierie qui est regardée à l'extérieur. Oui. Notre ennemi, nous le connaissons, il est en dehors de ces pays. Nous devons nous unir. Ne permettez pas l'exploitation artisanale. On a bien compris. Merci. La question que nous avons abordée aujourd'hui, ou le sujet, je dirais que ce sujet est passionnant dans la mesure où ça constitue une menace et pour les professeurs et pour les étudiants, voire même les pays. Donc on n'a pas du tout indexé les professeurs. Si, parce que loin de là. Oui. Parce que au cas où les professeurs ne maîtriseraient pas les nouvelles technologies de l'information, de la communication, ça constitue aussi une menace pour l'enseignement futur. Là, il faut qu'on se rende compte. Alors maintenant, nous devons recadrer la fonctionnalité sociale du professeur. Pour moi, qu'est-ce que je préfère? Je voudrais, parce que voyant comment les ministères et les cabinets fonctionnent, il est d'une impérieuse nécessité qu'on puisse mettre une structure scientifique stratégique qui va réfléchir sur des politiques sectorielles de chaque ministère. Par exemple, si vous dites, quelle est la politique de l'agriculture, quelle est la politique du ministère du Développement, en ce moment-là, ce sont les scientifiques qui vont produire ça, de manière à ce que les opérationnels puissent mettre ça en exécution. Ça, c'est la première proposition. Donc, je trouve que c'est vraiment utile qu'il y ait cette structure. D'une manière, évidemment, on peut prendre même une loi, on peut ratifier ça même par le Parlement. Alors, à la base maintenant, il faut qu'il y ait une dynamique communautaire forte. Imaginez avec le développement durable. J'ai salué quand même les actions de l'actuel ministre du Développement durable sortant, mais on a senti qu'il était à gauche, à droite. Mais les politiques environnementales doivent être appliquées sur terrain. Lorsque vous parlez de la RED+, par exemple, lorsque la RED+ n'est pas prise en charge par la dynamique communautaire, mais en ce moment-là, c'est chimérique. Aujourd'hui, vous pouvez prendre votre baladère, vous allez même dans des villages, vous posez la question aux ménages agricoles. C'est quoi la RED+? Mais ils ne connaissent pas. Et pourtant, c'est un mécanisme international d'atténuation des impacts très important. Moi, je vous dis, et puis, je salue l'action du Premier ministre, voire même du chef de l'État, pour avoir érigé l'actuel ministère du Développement en ministère d'État. Ça s'est fait, c'est ministère maintenant après séance. Bon, nous aurions bien voulu que ce soit même une vice-primature. Parce que par rapport aux enjeux... Oui. Non. C'est un ministre d'État. C'est un ministre d'État. Ministre d'État. Il aurait fallu que ça soit même rattaché directement au chef de l'État. Parce que les enjeux de la RDC, ce sont les enjeux du développement rural. Et qui dit développement rural, c'est appuyer même les ministères de l'Intérieur, voire même notre souveraineté. Merci beaucoup. Professeur Voto. Je voudrais vous apaiser que lorsqu'on nomme un vice-premier ministre, comme c'est le cas au ministre d'État, ce n'est pas par rapport au département, c'est par rapport à l'animateur, c'est par rapport à la distribution politique, malheureusement. Ce sujet est très important. Je voudrais dire une chose, c'est que le Congolais est intelligent. Le Congolais n'est pas moins intelligent que les autres peuples. La situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est le système qui est dépassé, le système qui s'est embourbé. Notre système éducatif, comme madame l'a dit depuis la base, nous nous sommes embourbés. Il y a eu de volonté par le passé. Mobutu, dans les années 70, a envoyé des gens en Europe. Malheureusement, nous avons comme un esprit paroissial. Quand un ministre est en fonction, on lui dit « Ok, nous avons besoin de professeurs d'université, on a 200 bourses, il envoie les bourses dans son village. » Et ce ne sont pas les gens qui sont les plus intelligents. Pas forcément. Et certains restent là-bas. Vous avez une routine de cases de profs de telle province, de cas de profs de telle province, malheureusement. Mais ce n'est pas tard. La base ici, c'est le gouvernement. Je ne dédouane pas l'université, mais le gouvernement doit prendre des décisions courageuses. Des décisions telles que le président a pris pour
la gratuité de l'enseignement au niveau de la base. Ça, c'est des décisions comme celle-là. Et l'État doit être considéré. Quand on dit gratuité de l'enseignement, il faut mettre le moyen. Sinon, ça va patauger. Alors, il faut remettre l'université à sa place, c'est-à-dire une structure élitiste. Et envoyer le gros des enfants, 70% de nos enfants dans des écoles techniques. Faire d'une structure la professionnalisation. Nous avons besoin des maçons, des électriciens. Ce n'est pas l'université qui le font. C'est de ça qu'on a besoin. Des techniciens en informatique. C'est inutile. Oui. Voilà, c'est inutile de faire rêver les enfants, d'aller tout faire à l'université, corrompre, se prostituer, tout pour avoir ses diplômes et devenir un cambiste à l'après. Donc je crois que... Et le diplôme est oublié. Voilà. Il faut les envoyer dans des écoles techniques. On ferait par exemple de l'INPP un modèle qui doit se vulgariser partout. Former des techniciens. Et je crois qu'on peut s'en sortir. Merci, prof. Oui, merci pour ce débat extrêmement intéressant. Ce que je veux dire comme conclusion, ça va dans le sens de dire nous sommes aujourd'hui en train de vivre dans la période de la mondialisation. Et cette période est une période très dynamique. Nous ne pouvons pas y aller avec des structures statiques. Et donc nos universités sont des institutions, à mon avis, trop statiques. Il faut que nous sachions faire de sorte que les universités deviennent dynamiques. Et ça, la première responsabilité revient aux autorités publiques, mais aussi aux professeurs. Donc on doit savoir travailler pour que les choses avancent, afin que nous sachions nous aligner sur les niveaux internationaux qui est exigé et demandé. Aux collègues professeurs, je leur dirais, c'est vrai que vous devez être en politique, mais sachez faire quand même la différence entre votre présence dans le milieu scientifique et dans le milieu politique. Quand vous faites des publications, s'il vous plaît, sachez dire clairement à la société que cette publication, c'est une publication scientifique. C'est pas politique. C'est pas PPRD. C'est pas union sacrée. C'est scientifique. Une publication politique de votre parti pour soutenir les actions de votre parti politique. Vous êtes du PPRD, vous êtes du parti d'Union républicaine, vous êtes de l'IDPS. Il faut dire aux gens que la publication que j'ai faite, c'est une publication pour soutenir la propagande de mon parti. Mais ne dites pas que c'est ça la voix du peuple. La voix du peuple, c'est le développement. Il ne faut pas prendre un livre qui doit aller dans la bibliothèque du parti politique et l'amener dans la bibliothèque de l'université. C'est ça la confusion qu'il y a dans Merci beaucoup. Mais justement, ça tombe bien. On va terminer avec madame qui est à la fois politique et scientifique. La confusion revient à votre niveau. Les professeurs qui se sont, excusez-moi les termes entre guillemets prostitués, c'est la science abandonnée au profit de la politique. Voilà. Vous influez beaucoup les politiques sur les professeurs. Moi, je vous remercie Jean-Marc, c'était un très bon débat. Je remercie le panel pour qui j'ai beaucoup d'estime parce que je suis le fruit de produits de professeurs. Je sais que je suis parce que les professeurs m'ont enseigné autant au Congo qu'à l'étranger. J'ai des éminents professeurs en droit et à l'étranger. J'en suis le produit et je vous remercie. Mais si je suis exigeante parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu et je voudrais qu'il y ait un changement. Je suis présidente d'un parti politique qui a l'éducation comme pilier. Nous remercions le chef d'État pour le programme de gratuité, mais nous voulons ici, qu'on puisse avoir réformé le secteur universitaire pour que ça puisse répondre aux besoins de la population. Et j'embrasse cette position que les éminents professeurs ont donnée ici, surtout la formation professionnelle technique. C'est très important et on doit décomplexer nos enfants. Et ça, c'est l'éducation des parents. Les parents aussi ont un rôle à jouer. Et surtout vous, les professeurs, c'est vous que vos enfants, vous devez être juriste comme moi. Vous devez être médecin comme papa. Vous devez être... Non. Peut-être vos enfants veulent peut-être faire autre chose, mais nous les incitons à être de juristes, à être de médecins, à être comme nous, alors qu'ils ont d'autres vocations. Donc, il y a un problème de changement de mentalité aussi au niveau de choix éducationnel qu'on doit donner et la considération que les parents doivent avoir envers leurs enfants quand ils choisissent une formation technique ou pas. Ça aide à développer notre pays. Et aussi, j'aimerais pour les professeurs qui sont au niveau de politique, nous, notre parti s'appelle les cercles de réformateurs intègres du Congo. Nous prenons l'intégrité. Nous demandons à ces professeurs d'être vraiment le sel on dit quoi, le sel du monde et qu'il soit la lumière qu'on met sur la table. Qu'on sache une différence dans un cabinet politique qu'il y a le Djalelo, les militants et un professeur, s'il vous plaît, qui a fait sa thèse. Et puis qu'ils s'arrêtent de danser dans des partis politiques, qu'ils arrêtent un peu, vraiment, montrons l'exemple que vous êtes élitiste. C'est quelque chose qui est sacré. Merci qu'on commence à désacraliser par rapport à la politique. Merci madame, je pense que vous pouvez m'applaudir aussi, l'émission est terminée.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.